Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission consacrée à l'histoire. Aujourd'hui, 11 mars 2022, nous allons revenir sur un sujet quelque peu tabou dans l'histoire et la mémoire des Français. En effet, lundi 20 septembre 2021, le président Macron est entré dans la salle des fêtes de l'Élysée dans un long silence. Un silence chargé de douleur, de méfiance, de colère, mais aussi d'espoir. Au nom de la France, Emmanuel Macron a reconnu la singularité des harkis dans l'histoire et leur a demandé pardon. C'est aujourd'hui ce sujet trop peu connu des Français que nous allons aborder grâce à nos invités. Angelina, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour porter la mémoire de la guerre d'Algérie. Et Capucine, historienne et chercheuse à la faculté des sciences historiques à l'université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste des harkis. J'aimerais, avant que l'émission ne commence, que vous puissiez peut-être, Capucine, nous apporter une définition. Qu'est-ce que et qui sont les harkis ? Oui, alors à partir de 1960, l'État français recrute massivement des Algériens pour servir dans l'armée française lors de ses opérations en Algérie. Ces soldats sont connus sous le nom de harkis et sont victimes de violentes représailles en Algérie après l'indépendance car ils sont considérés comme des traîtres. Cependant, il faut savoir que le terme de harki n'était pas employé lors de la guerre d'Algérie. Alors nous avons ici une définition du point de vue d'un historien, mais à présent, penchons-nous sur les victimes. Angelina, porteuse de mémoire. Quel lien avez-vous avec la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, entre 1954 et 1962 ? Eh bien, moi je suis une fille de harki car mon père était un harki. Pouvez-vous nous parler de votre père et de son passé de harki, mais également le vôtre, âgé de 6 ans lors des faits ? Mon père s'est engagé pour la France dès 1954. En effet, il a choisi la France et pour cela il a été battu presque à mort, insulté. Il était payé aussi avec des sommes dérisoires qui ne nous permettaient pas, lui et moi, de vivre correctement. Après la guerre, mon père a subi de nombreuses tortures. Il a été frappé notamment à coups de bâton sous mes yeux, même si j'avais 6 ans, je m'en rappelle très bien. Et donc notamment par le FLN, donc le Front de Libération Nationale, et également beaucoup de citoyens algériens, car on parle souvent beaucoup du FLN, mais certains citoyens algériens s'occupaient de ça aussi. Et on pouvait voir qu'ils étaient sans pitié et qui prenaient beaucoup de plaisir à tuer. Nous sentons une vive douleur et beaucoup de colère qui vous anime, Angelina. En tant qu'historienne, Capucine, pouvez-vous nous apporter un appui et des précisions sur les harkis et leur passé ? Alors oui, je voudrais souligner que les harkis étaient un énorme soutien pour l'armée française et permettaient d'empêcher des pertes colossales pour les appelés. De plus, les Algériens deviennent harkis pour différentes raisons, certains pour sauver des vies, d'autres s'engagent de leur plein gré pour des raisons familiales. Pour certains, c'est aussi un désir de vengeance envers le gouvernement ou bien l'Algérie. Enfin, certains s'engagent également pour des raisons économiques. Si vous me le permettez, Angelina, nous allons à présent rentrer plus en détail dans le sujet. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour votre père en tant que harki ? Je suppose que pour lui, le plus dur a été de ne pouvoir rien dire, en tout cas sur les horreurs qu'il a vécues, car la France nous a trahis, on peut clairement le dire comme ça. Et elle a laissé des hommes qui étaient avec elle, qui s'étaient engagés pour elle. Elle a laissé ses fils et les enfants de la France à l'abandon. Vous me parlez de la France et de la trahison, une trahison oubliée. Que voulez-vous voir à présent pour la mémoire de votre père ? Qu'est-ce qui pourrait rendre justice à ce drame franco-algérien ? Ces dernières années, j'ai remarqué que plusieurs choses ont été mises en place pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des harkis. Je pense notamment au mémorial du camp de Rivesaltes, mais aussi aux différents films et documentaires à ce sujet. Je pense par exemple au film Harki qui est sorti en 2005. Mais à mon sens, ce film peut être touchant, je vous l'accorde, je l'ai regardé également. Mais sortir ce genre de choses en 2005, pour ma part, je trouve ça trop tardif parce que la douleur est déjà ancrée et le sentiment de vengeance aussi. Et vous, Capucine, comment l'État français peut-il se défendre ou faire face à ce drame qu'évoque Angelina ? La mémoire est très importante. Pouvez-vous nous aiguiller ? Le président Emmanuel Macron, pour faire face à ce drame, reconnaît les faits et demande pardon aux harkis. Il annonce la loi du 23 février 2022, ainsi qu'un déploiement de 40 millions d'euros accordés aux anciens harkis. Excusez-moi, mais 40 millions d'euros, c'est bien, mais c'est un peu tard. Mon père, pour ma part, est déjà mort. Il n'a même pas connu comme ancien combattant, et donc il n'a jamais perçu de dédommagement. Et moi, maintenant qu'il n'est plus là, je ne vais rien recevoir. Donc pour moi, ça ne signifie rien, 40 millions d'euros. Nous comprenons votre désarroi, Angelina. Pouvez-vous nous en dire plus, Capucine, sur cette loi ? Oui, donc concernant la loi du 23 février 2022, elle porte reconnaissance de la nation envers les harkis. La loi reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions d'accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles rapatriées d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.
Un droit de réparation est ouvert à une partie des harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Cette réparation prendra la forme d'une indemnité forfaitaire locataire compte tenu de la durée du séjour dans ces structures. Une commission nationale de reconnaissance de réparation est également créée. Je reste tourné vers vous. Comment sont en ce moment perçus les harkis? Comment peut-on leur rendre hommage? Un lieu, une date? Les harkis à ce jour sont peu nombreux, il ne reste seulement quelques survivants dont on ne parle pas ou seulement très peu. Nous pouvons leur rendre hommage grâce par exemple au mémorial du camp de Riesveld, édifié en 2015 afin d'évoquer le destin des harkis, un mémorial tout de même très tardif puisqu'il est édifié 53 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Pour finir, afin de rendre hommage aux harkis, une journée nationale d'hommage aux harkis est fixée le 25 septembre. Instituée par le décret du 31 mars 2003, cette journée donne lieu chaque année à une cérémonie à Paris. Est-il suffisant pour vous, fille de harki, en plus de cette aide française, un lieu, une date suffisent-ils? Honnêtement, j'ai conscience que la France essaye de faire quelque chose pour se racheter à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour ma part, et je pense que si mon père était encore là aujourd'hui, il serait d'accord avec moi, mais rien de ce que fera la France dans le futur ou de ce qu'elle peut faire aujourd'hui ne pourra effacer le sentiment de trahison qu'on a tous en chacun de nous et de ce que mon père a pu vivre comme horreur. Donc j'ai conscience qu'ils essayent de faire des choses, mais c'est pas suffisant pour ma part. Angelina, vous m'avez dit hors micro que c'était la première fois dont vous parlez ouvertement de ce sujet. C'est 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Je suppose qu'il n'est pas facile d'en parler. Comment l'avez-vous vécu? Comment ne pas parler d'un traumatisme aussi profond durant toutes ces années? Pour être très honnête avec vous, j'en ai parlé de ce drame après la guerre avec mon père, avec la famille qui me restait. Mais il est vrai que d'en parler en public a été compliqué pour moi. Juste après la fin des massacres des harkis, il était impossible d'en parler, la douleur et le souvenir encore trop récents. Et c'était très tabou, voire même interdit parfois d'en parler. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à aborder ce sujet de nouveau et je vois que maintenant beaucoup de gens en parlent de la mémoire autour de ce drame et cela m'a donné envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Merci. Capucine, comment avant et depuis que les archives sont dévoilées, cela a permis d'avancer la connaissance? Il est vrai que peu de harkis se sont exprimés à ce sujet. Comment mêler archives et témoignages? Quelles en sont les difficultés? Alors, les archives et les paroles sur ce sujet s'étant dévoilées que très tardivement, cela est donc compliqué d'avoir un certain recul sur cet événement. De plus, la mémoire est encore aujourd'hui extrêmement douloureuse et peu de personnes arrivent à s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent. Il est donc difficile en tant qu'historien de prendre du recul et de mêler archives et témoignages afin de parler de cet événement encore douloureux. Il faut pouvoir parler de tout ça de manière objective sans heurter personne. De plus, je pense qu'il faut d'abord étudier vraiment en profondeur les archives à présent disponibles avant de se mettre à écrire sur le sujet. Cela prendra un peu de temps avant de voir apparaître de nouveaux articles ou de nouvelles thèses. Nous pouvons donc nous demander si après tant d'années, cette reconnaissance est suffisante pour les victimes de ce traumatisme. La guerre d'Algérie est donc encore pleine de mystères et d'histoires. Grâce à nos deux invités, nous avons pu mettre en lumière l'un des plus gros drames oubliés de l'histoire française et algérienne, mêlant difficulté, silence, émotion et oubli. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci Angelina pour ce témoignage en tant que fille de harki que vous nous avez livré, plein d'émotions et de colère. Et merci Capucine pour cet apport historique que vous nous avez donné. C'est à présent la fin de notre émission hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet tout aussi passionnant.